Bon les gars, c'est parti, go réagir à la vidéo de Feldup, cette fois-ci dans la partie FNAF 2. Je suis prêt. De Freddy, tenant son chapeau. C'est étrange, c'est un autre modèle que le Freddy du premier jeu. Peut-être que c'est lié avec le gros 2 juste à côté là ? Oui, un mois seulement après la sortie du premier jeu, la suite était déjà annoncée et devait sortir pour l'année suivante. Ça sent bizarre, non ? Eh ben, pas mal de gens étaient d'accord avec ça. Même dans les fans du premier jeu, l'idée d'une annonce aussi rapide d'une suite ressemblait un peu, à une décision pécuniaire, pour faire le maximum de profit à partir de ce petit jeu. Peut-être pour pallier au manque de rejouabilité de celui-ci, et le fait que les gens commençaient un peu à se lasser. Mais bon, ça sort dans 1 an, c'est pas non plus irréaliste comme deadline. Les gens vont remarquer que le modèle de Freddy avait l'air abîmé, et remarquer le sous-titre « Grande réouverture », indiquant que le jeu serait une suite se passant plusieurs années après le premier. Et puis, 2 semaines après, nouvelle image sur le site. Cette fois-ci, on voit un modèle complètement détruit de Bonnie, mis à côté d'un modèle beaucoup plus poli et moderne, avec les phrases « quelque chose d'emprunté » et « quelque chose de neuf ». Pareil, réaction positive, mais avec un peu d'appréhension. Autant cet animatronique avait l'air plutôt flippant, ce nouveau modèle-là, par contre, a beaucoup divisé. Et si vous voulez mon avis, je trouve ce design un peu naze. Voilà, c'est... Et encore une fois, à peine 9 jours passent avant la sortie d'une nouvelle image, montrant Foxy à côté d'une autre version de celui-ci, plus kid-friendly. Instantanément, les gens font le lien entre les images et imaginent qu'il y aura un nouveau cast d'animatronique avec une esthétique modernisée et plastique. Puis, quelques jours plus tard, il y eut cette image. Elle nous montre dans un nouveau bureau, portant un masque d'animatronique vide et éclairant une zone sombre dans laquelle se cache une version décrépite de Foxy. À peine la communauté a-t-elle eu le temps de spéculer sur comment pouvaient fonctionner ces mécaniques qu'on a déjà eu un trailer pour le jeu. Un trailer ? Le jeu était censé sortir en 2015. Ça fait vraiment beaucoup de contenu promotionnel pour un jeu qui n'allait pas sortir avant au moins 2 mois. Et ce trailer, il était efficace pour l'époque. Il nous montrait des designs complètement détruits du cast originel, ainsi que des plans sur ces fameux nouveaux animatroniques dont on va reparler très vite, et surtout la présence d'une nouvelle map, plus grande, dans un restaurant redesigné, et l'étrange mention de l'absence de porte, nous mettant donc encore plus en danger. Le jeu est soumis à l'initiative Steam Greenlight, qui permettait à l'époque de faire accepter des jeux de petits développeurs sur Steam à partir d'un système de vote, et c'était notamment comme ça que le premier jeu avait réussi à se retrouver sur la plateforme, et la sortie de celui-ci est prévue pour le 25 décembre 2014. 2014 ? Donc le jeu est presque fini là, ça veut dire. Un peu plus de 2 mois après le premier jeu. Pour un point and click, ouais. C'est long de faire un jeu normalement. Et à peine les gens ont le temps d'être hypés, de faire des théories ou d'être sceptiques, nouvelle image sur le site de Scott, le 8 novembre. Une image complètement sombre avec juste une caméra et un panneau danger juste à côté. Et si on augmente la luminosité de l'image, on se trouve en face de cette marionnette flippante, dans une pièce très peu éclairée. Une démo du jeu sort sur Steam et... Attends. 7 balles, le jeu est déjà sorti. On n'en parle pas ? Le jeu est déjà sorti là. À l'époque de la sortie de FNAF 2, j'avais 12 ans. J'étais pas bien malin, mais je savais déjà à 12 ans que 3 mois pour faire un jeu, c'est vraiment très très peu. Surtout qu'un jeu, faut le tester, faut être sûr qu'il fonctionne, faut créer tous les assets de celui-ci. La décision de sortir FNAF 2 aussitôt, c'est une décision très curieuse. Là encore, je l'ai pas vu négativement, tu vois. J'ai dû quand même me poser un peu la question. Oula, attends, il sort son truc aussi vite. Voilà, ça va pas être buggé. Est-ce que c'est bien fini, tout ça, quoi? T'allumes YouTube et t'as je ne sais combien de miniatures de FNAF 2 et là, quoi. Pour chaque jeu à partir de maintenant, on va se poser 3 questions. Comment le jeu se joue pour un nouveau joueur? Comment la communauté a réagi au jeu? Et enfin, quelle histoire le jeu essaye de nous raconter? Commençons par le début. Fut un temps, je détestais Five Nights at Freddy's 2. Ouais, il a pas tort. Ouais, ça joue sur la facteur au lancement de la première partie. Quand on lance le jeu, on est accueilli par il va vous un nouveau Fun Guy. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Je déteste le soft dans le jeu précédent, ce qui est bizarre. Celui-ci nous explique qu'on est dans le nouveau et amélioré restaurant Freddy Fazbear Pizza. Il nous demande d'oublier toutes les rumeurs sur le précédent et nous présente les nouveaux animatroniques. Ceux-ci sont appelés les Toy Animatronics, les animatroniques jouets. Et ils sont à l'effigie de Bonnie, Chica et Freddy. Ceux-ci sont plus modernes et réussis et possèdent un système de reconnaissance faciale lié à une base de données criminelle pour reconnaître d'éventuels prédateurs. Ils se déplacent la nuit et
t'attaque car il pense que tu es un endosquelette nu comme dans le premier jeu. Mais comme on n'a pas de porte dans notre bureau, cette fois, on doit mettre un masque si jamais ils arrivent dans une des 2 ventilations de notre bureau. Ce après quoi ils font un bruit indiquant leur départ. Ah, il est célèbre ce bruit. C'est une référence, patron. On a également à disposition une lampe torche qu'on peut utiliser pour éclairer le couloir en face de nous, ou alors éclairer les caméras. Et évidemment, celle-ci n'a pas une batterie illimitée. Alors, avant de parler un peu plus des mécaniques, parlons d'un truc important. Je trouve FNAF 2 pas très beau. Ouais, genre la première impression que j'ai eue à 12 ans, c'était que c'était rushé. Je trouve ça fait Photoshop, ça fait nul. Faux. T'as vu les photos ? J'ai pas beaucoup d'autres mots. Le premier jeu possédait une atmosphère incroyable. Là, dès qu'on allume la lampe torche, ça devient pas très flippant, quoi. Je trouve surtout que les toys animatronics ne font pas peur. Sur les caméras, j'ai juste l'impression de voir des jouets en plastique et ça m'inspire pas spécialement de l'horreur. Même Chica, qui perd son bec dès qu'elle quitte la scène, ne fait pas spécialement peur. C'est déjà plus intéressant comme design, mais on n'y est toujours pas. Le jeu possède beaucoup plus d'animatroniques que le premier. 10 en tout. Dès la deuxième nuit, on a accès à ce que la communauté a appelé les Withered Animatronics, au premier abord des versions décrépites des animatroniques du premier jeu, stockés dans une pièce appelée Parts and Services, où ils sont utilisés pour recycler des parties de leur système. Ceux-ci, lorsqu'ils entrent dans votre bureau, baissent votre caméra, et vous devez au plus vite mettre votre masque pour qu'ils s'en aillent. Si vous êtes ne serait-ce qu'un peu trop lent, ils vous sauteront dessus. Alors, on a plusieurs autres animatroniques qui ont eu des comportements légèrement uniques. Mangle, par exemple, la fameuse nouvelle version de Foxy, qui a été rapiécée par des enfants jouant avec, qui se repère à son son. Horrible. C'est horrible. Et qui, une fois dans votre bureau, aura un pourcentage de chance, chaque seconde, de vous tuer. Il y a également Foxy qui se trouvera toujours au fond du couloir juste en face de vous, et il faut l'éclairer pour le faire fuir, et ça devient particulièrement difficile à gérer dans les nuits les plus difficiles du jeu. Et enfin, on a Balloon Boy, ce truc-là avec des ballons dans cette caméra, qui parfois s'en ira pour essayer de se mettre dans le bureau et qui vous retire votre lampe torche si vous échouez à cette mission. Il vous tue pas directement, certes, mais sans lampe torche, Foxy vous tue instantanément. Il y a aussi l'apparition lors de la 6ème nuit débloquée à la fin du jeu de Golden Freddy comme antagoniste qui a un fonctionnement légèrement différent du reste. Mais pour moi, pendant très longtemps, le problème de ce jeu tenait dans une seule et unique mécanique. Comme je vous l'ai dit, je trouve les caméras du jeu vraiment pas belles. Mais c'est pas trop un problème car je pense les avoir vues chacune à tout casser au moins 4 fois au cours de toutes mes parties de jeu. Le gameplay de FNAF 2 dans cet état-là peut facilement être joué sans utiliser les caméras car la plupart des événements qui peuvent te tuer ne peuvent se passer que quand ta caméra est activée. Donc du coup, pour te forcer à l'utiliser, Scott a rajouté la mécanique de la boîte à musique. Sur la cam 11, vous devez en tout temps maintenir cette jauge le plus haut possible. Sinon, une marionnette sort de cette boîte et vous tue. Donc, vous devez constamment rembobiner la boîte à musique tout le temps. Et cette jauge s'épuise très très vite au bout de 3-4 nuits. Donc vous n'utilisez plus jamais les caméras à partir de ce moment-là. Et le gameplay devient profondément répétitif visuellement. Mais aussi le jeu devient assez injuste. Le jeu est rempli de variables aléatoires qui, dans les nuits les plus dures, garantissent à un joueur ne connaissant pas le fonctionnement profond du jeu de mourir instantanément. Les seuls défis qui restent finalement, c'est des trucs qui dépendent de la chance plus que du skill. Facteur chance. Même pour qu'il fouille, il le dit. Je vais pas aller en détail, mais je déteste vraiment devenir frustrant. Il est devenu imbuvable pour moi le jeu maintenant. J'en peux plus, tu vois. Il m'a saoulé. En vrai, là, on dirait que je déteste ce jeu en m'entendant. Mais ce dont je vous parle ici, c'est de mes premières impressions. J'étais persuadé que j'allais détester ce jeu en y rejouant. Mais en vrai, il fait beaucoup de choses très très bien. Hein. D'abord, niveau visuel, comme j'ai dit, c'est pas trop ça. Les jumpscares sont significativement moins travaillés, le restaurant fait cheap, et quand Mangle apparaît sur une caméra sous la forme d'un PNG collé à l'image, ça devient particulièrement laid. Le jeu en général respire le travail un poil rushé, mais il y a quand même des designs que je trouve très efficaces. Je trouve l'idée de Mangle plutôt sympa. Withered Chica est vraiment cauchemardesque, pareil pour Withered Bonnie. La marionnette dans ses quelques rendus 3D est plutôt badante, bref, niveau chara-design, c'est pas du réchauffé. Il y a plein de nouvelles idées, bien que pour certains, ce soit assez mal fichu à mon humble avis. Ensuite, d'un point de vue gameplay, certes, les caméras servent à rien et le jeu est profondément injuste, mais c'est également un des gameplays les plus nerveux et dynamiques de la saga. Déjà, avec ce jeu, on s'éloigne de l'horreur du premier jeu pour surtout créer une
une expérience de stress très efficace. Quand tu connais mal le jeu, tu es vraiment très très tendu et c'est étonnamment plutôt dynamique et fun à jouer dans les niveaux les plus difficiles. Ça a amené quelque part un autre style de peur. Du coup, t'étais vraiment dans le stress de il faut faire ci, il faut faire ça, il faut un machin, il faut bidule, plus que le 1 en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne l'audio du jeu, j'ai d'abord trouvé ça beaucoup moins immersif. Mais en y réfléchissant, il se passe tellement de choses dans le jeu que c'était important que l'atmosphère ne soit pas parasitée constamment. Néanmoins, malgré ses limitations au niveau de l'atmosphère, le jeu garde un sound design qui est parmi les plus iconiques de la saga. Il y a aucun jeu dans la saga qui sonne vraiment comme FNAF 2. Certains sons sont devenus iconiques, comme le bruit de radio qui émane de Mangle, le bruit des ventilations qui vont dans tous les sens, le bruit de la music box qui est vraiment stressante et qui est là juste pour fatiguer ton oreille, ou encore ce son. Ouais, vite devenu une ref. Ce son qui maintenant est devenu un mème, c'est le son qui se joue lorsqu'un animatronique est présent juste en face de vous, ou en général quand vous êtes en danger. Je le trouve en jeu assez marquant et assez subtil pour qu'on ne le remarque pas, mais qu'il ait quand même un effet sur notre psyché. Et surtout, le jeu s'amuse de plus en plus avec son histoire. Rien que la première fois où le jeu est lancé, plutôt que d'avoir un écran titre, tu te retrouves en face de ça. Ah ouais, la cinématique. Une cinématique semi-interactive dans le restaurant du premier jeu, avec un masque de Freddy sur la tête à côté de Bonnie et Chica. L'idée est terriblement efficace et c'est extrêmement marquant pour un premier joueur. Ce genre de cinématiques mini-jeux reviennent régulièrement au cours de la semaine fictive du jeu avant plusieurs nuits clés de l'histoire. Mais c'est pas ces mini-jeux en particulier qui sont connus. Imaginez-vous en train de jouer une partie de FNAF 2 classique et mourir car vous avez laissé Balloon Boy entrer dans votre bureau. Et à ce moment-là, jumpscare. Et au lieu de revenir à l'écran d'accueil, il se passe ça. Horrible. Vous vous retrouvez dans une sorte de mini-jeu angoissant, au graphisme rappelant le système d'exploitation MS-DOS. En fond, vous pouvez entendre une voix distordue épeler des lettres. Vous vous déplacez dans un restaurant Freddy Fazbear où des cadavres semblent avoir été éparpillés dans certaines pièces. Et au bout d'un moment, vous finissez par mourir sans explication. Il existe plusieurs mini-jeux de ce type et ils sont une excellente addition au jeu parce qu'ils ajoutent du lore très intéressant, que d'un point de vue visuel ils sont extrêmement marquants et aussi car ils jouent sur une des forces de ce jeu. Le jeu est rempli à ras-bord de détails extrêmement rares. Par exemple, vous avez une chance sur 16 384 que cette figure de Toy Bonnie obscure, appelée Shadow Bonnie, apparaisse dans votre bureau. Celui-ci ne fait rien à part cracher votre jeu au bout de 4 secondes. Alors j'ai oublié de le préciser à ce moment-là, mais Shadow Bonnie c'est un nom qui a été donné par la communauté, parce que le vrai nom de ce truc c'est RWQFSFASXC, donc vous comprenez pourquoi j'ai décidé de l'appeler Shadow Bonnie. Pareil, sur cette caméra, vous avez une chance sur 10, si aucun animatronique n'est dans la pièce, que le surnommé Shadow Freddy apparaisse. Et ça m'est déjà arrivé d'en voir ce genre d'événement, alors que c'est très rare. Genre par exemple, il m'est arrivé alors que j'allais me faire tuer par la marionnette, de voir cet endosquelette en face de la boîte à musique. Il y a des tonnes de détails de ce type qui sont parsemés dans le jeu, qui lui donnent un peu plus de profondeur, mais également, ces détails n'existent pas forcément pour que le joueur lambda les remarque, mais ils existent pour qu'une rare personne tombant dessus le partage. Ça crée de la discussion et surtout, ça crée des mythes et des rumeurs. Un truc un peu dommage avec l'apparition d'Internet et la démocratisation des méthodes pour décompiler les jeux, c'est que les jeux n'ont presque plus de rumeurs, sauf avec de rares exceptions comme les jeux Rockstar Games ou certains jeux comme Minecraft. FNAF possède depuis le premier jeu des tonnes de rumeurs parce que le design du jeu et la rareté de certains événements amènent naturellement à de la spéculation. Par exemple, dans le premier jeu, il y avait des rumeurs liées à l'existence d'un 6e animatronique, Sparky the Dog, Sparky le chien, qui pouvait apparaître dans l'arrière-salle. Et le truc, c'est que beaucoup de gens y ont cru, jusqu'à ce que les créateurs de ce hoax, les dénommés Cody Abair et Newen, révèlent qu'il s'agissait d'un photomontage. Il y avait également des canulars sur le fait que mettre 0666 dans la Custom Night permettait de voir la caméra de la cuisine. Il y a eu plein de trucs absurdes et FNAF 2 est un des jeux qui en a le plus bénéficié. Et c'est un bon moyen de faire une transition vers la question de la réception du jeu par sa communauté. Ce jeu a très bien marché et c'est à ce moment-là pour la plupart des gens que le truc a vraiment explosé. C'était plus une mode passagère. Là, FNAF était là et c'était pour rester. La communauté autour du jeu était plus forte que jamais. La multiplication des animatroniques, on a quand même doublé la quantité, je vous rappelle, a permis d'attirer différents autres joueurs en jouant sur des esthétiques différentes. Le gameplay était beaucoup plus nerveux, ce qui avait tendance à provoquer des réactions encore plus fortes chez les let's players. Oh God, I thought I was quick enough!
Et surtout, le jeu avait une histoire beaucoup plus claire. Les vidéos de game theory sur le jeu ont énormément impacté le public, rendant son lore indissociable de son attrait. Au point que la musique de Living Tombstone sur le jeu s'inspire directement du lore raconté à travers. Il y a des gens qui ont cru que c'était le vrai lore. Et dans ses paroles. Il y a eu à cette période-là l'arrivée des premiers youtubeurs entièrement dédiés à FNAF. Par exemple, l'un peu oublié Smike et le légendaire Doko, qui encore aujourd'hui dédie quasiment l'intégralité de son contenu à ses jeux et à ses fangames. En ce qui concerne les fangames, on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais c'est un game qui a toujours été extrêmement présent. Dès le premier jeu, il y a eu une scène de jeu de fans brillants et aussi moins brillants qui a commencé à pulluler sur GameJolt et Itch.io. Et le truc cool, c'est que Scott Cawthon, cet engouement de la communauté, il n'a rien fait d'autre que de l'encourager. Que ce soit à travers des commentaires sur des vidéos de gens jouant au jeu, en interagissant avec sa communauté sur Steam, mais surtout en autorisant l'intégralité du contenu dérivé, ou du moins en ne l'interdisant jamais. Il y a notamment eu des additions au jeu qui viennent uniquement de la communauté. Par exemple, Golden Freddy dans le premier jeu n'avait pas de nom, mais était nommé dans les fichiers du jeu Yellow Bear ou Ours Jaune. Et comme toute la communauté a décidé d'appeler celui-ci Golden Freddy, après que Markiplier l'ait appelé ainsi dans le titre d'une de ses vidéos, Scott Cawthon a décidé de le renommer comme ça dans la Custom Night de FNAF 2, comme pour montrer qu'il était à l'écoute des gens. Tout ça va contribuer à donner une excellente image à ce développeur sur internet. Mais également, ce jeu a quand même souffert de critiques. Globalement, la critique pro était plutôt moyenne, et c'est la première fois qu'il y a eu une scission entre les fans de la licence et le grand public. La plupart des gens voyaient ce jeu d'un mauvais œil, trouvaient qu'il s'agissait d'un jeu au style beaucoup moins adulte que le premier, et commençaient à voir la communauté du jeu comme un attroupement d'enfants adulant un jeu bâclé à la va-vite en 3 mois. Aucun des deux groupes n'a vraiment raison. Je trouve un peu vrai, mais intéressant. Je trouve l'idée de l'avoir sorti aussi vite dommageable pour le jeu, mais en même temps c'est un coup de génie parce que ça a permis de faire perdurer le nom de la licence pendant des années. Et j'ai l'impression que globalement, la plupart des gens qui adulent ce jeu aveuglement et la plupart des gens qui le détestent viscéralement n'ont probablement pas joué au jeu plus de 10 minutes. C'est un jeu intéressant, c'est un peu tout ce que je peux dire. Et maintenant, on se repose à nouveau la question, quelle histoire est-ce que ce jeu essaye de nous raconter ? Oh, ça va être horrible cette partie, les gars. Cette fois-ci, cette question, elle est beaucoup plus compliquée et surtout plus confuse. Mais déjà à l'époque, les gens avaient l'impression que ces ajouts étaient là pour nous faire nous poser plus de questions, pas pour répondre à celles qui étaient déjà présentes. Alors, premier élément important, le jeu n'est pas une suite. Il s'appelle FNAF 2, mais il est admis par tout le monde qu'il s'agit d'un préquel. Et donc toutes ces histoires de grandes réouvertures, d'animatroniques détruits provenant du premier jeu, etc., tout ça, c'est uniquement une énorme subversion des attentes. C'est donc pour ça que les Withered Animatronics n'ont pas exactement le look des premiers jeux. Ils sont vraiment différents. Ils viennent d'un restaurant bien avant dans la timeline. Le jeu se passe en fait, comme le montre l'échec quand on gagne les nuits 5 et 6, en novembre 1987, soit la même année que la fameuse morsure de 1987. Donc pour faire sens un peu de la timeline des jeux, on va écouter ce que nous dit Funguy au cours de la semaine. D'abord, on apprend que ce restaurant réouvre après des controverses et des rumeurs que la compagnie visiblement essaye de passer le maximum sous silence. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. On connaît donc pour l'instant 3 restaurants Freddy's dans l'histoire. Celui avant FNAF 2, celui de FNAF 2 et celui du premier jeu. Au cours des nuits, Funguy, comme dans le premier jeu, donne des indices aux joueurs sur le gameplay. Mais il donne aussi 2-3 informations. Il dit de Foxy que c'est son animatronique favori et dit par contre qu'il n'aime pas la marionnette, car selon lui, elle est toujours en train de penser. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking, and it can go anywhere. Au bout de la nuit 4, on apprend qu'il y a une enquête qui a été lancée visant le restaurant et qu'il risque de fermer pendant quelques jours. I want to emphasize though that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. On apprend également que depuis cette enquête, les Toy Animatronics agissent étrangement avec les adultes. Quand ils sont en contact avec des enfants, ils sont parfaitement normaux. Mais pour les adultes, They just stare. la nuit 5, on apprend un peu plus à propos de cette enquête. Cette nuit-là, le bâtiment est en quarantaine. Personne n'a le droit d'entrer et ce serait lié à un précédent employé de la firme. On apprend également qu'à la fin de cette nuit-là, il nous sera offert une position en tant qu'employé pendant la journée car The position just became available. on apprend également qu'il y a très longtemps, le restaurant ne s'appelait pas Freddy Fazbear Pizza, mais Fredbear Family Diner, et que le gérant de cette chaîne de restaurants est maintenant impossible à contacter. Avant de vous parler de la nuit 6 et de l'appel de Funguy de cette nuit-là, on va revenir sur quelques petits détails. Parlons d'abord des mini-jeux de Game Over. Il y en a en tout 4. Le premier, Take Cake to the Children, vous fait jouer Freddy dans un minuscule restaurant, devant donner du gâteau à des enfants lorsque ceux-ci sont énervés. À l'extérieur, on voit un enfant pleurer, puis une scène se joue où une voiture s'arrête à côté de l'enfant. Un étrange homme de couleur violette sort de celle-ci et l'assassine. Pendant ce temps-là, notre personnage ralentit considérablement jusqu'à ne plus bouger. Le tout se termine avec un jumpscare de la marionnette. Pendant tout le mini-jeu,
Une voix épelle des lettres disant « Save him ». Sauve-le. Le deuxième mini-jeu s'appelle Foxy Go 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 et vous fait jouer Foxy sortant de sa baie des pirates pour aller voir 5 enfants dans une pièce adjacente. L'action est répétée 3 fois, sauf que la 3e fois, on peut voir à nouveau cet homme en violet souriant. Dans la pièce à côté, les 5 enfants sont maintenant décédés. Dans le 3e mini-jeu, vous contrôlez la marionnette devant donner des cadeaux à 4 enfants morts. Une fois fait, vous devez maintenant littéralement donner vie à ceux-ci. Accomplir cette action mettra un masque de Freddy, Bonnie, Foxy et Chica aux enfants. Et au moment de donner la dernière vie, pendant une seule frame, on peut voir un 5e enfant au centre de l'image, suivi d'un jumpscare de Golden Freddy, probablement l'animatronique possédé par ce 5e esprit. Cette fois-ci, la voix qu'on peut entendre en fond, déformée, épelle la phrase « Help them », aide-les. Et enfin, le 4e mini-jeu est le plus intéressant des 4. Cette fois-ci, on joue Freddy, se baladant dans un restaurant jonché de cadavres. 5 cadavres exactement. Et le restaurant dans lequel on est n'est pas anodin. C'est exactement le schéma du restaurant du jeu, avec dans chaque pièce les bons animatroniques, au bon endroit. Vous avez une chance sur 100 lorsque vous jouez à ce mini-jeu que lorsque vous franchissez une porte, ceci se passe. C'est donc encore cet homme en violet à l'origine de ce massacre. En fond, la voix fait résonner un simple message « Save them », sauve-les. Or, un message répond à celui-ci lorsqu'on meurt dans ce mini-jeu « You can't », sauve-les. Tu ne peux pas. Ok, donc reconstruisons la timeline. Le premier mini-jeu, selon beaucoup de théories de l'époque, se passe dans un restaurant Fredbear Family Diner, car celui-ci est beaucoup plus petit. Il nous montre le premier meurtre de la saga sur un enfant, dont le fantôme possédera plus tard la marionnette, comme le montre le jumpscare qui arrive juste après. Ensuite, on était au courant grâce au premier jeu qu'il y avait eu un événement où 5 enfants avaient été portés disparus dans un restaurant Freddy's. Or, ici, on a 2 incidents différents où 5 enfants meurent. Et ces 2 événements sont clairement 2 moments différents. Le premier, le Missing Children Incident, décrit par le premier jeu et montré par le mini-jeu Foxy Go Go Go, car on y voit, comme disait cet article, un homme qui emprisonne 5 enfants dans une arrière-salle. Cet incident, se passant dans le restaurant de FNAF 2, est un autre événement, car ici les enfants ne sont pas disparus, mais bien tous morts et éparpillés dans plusieurs pièces. C'est donc pour ça qu'à partir de la nuit 4, comme nous le dit Fun Guy, les nouveaux animatroniques changent et deviennent plus hostiles envers les adultes. Ceux-ci sont maintenant possédés et veulent se venger de l'employé qui les a tués. Or, on est la seule personne dans le bâtiment qui ressemble à un employé. Et tout ça, c'est prouvé par l'appel de la nuit 6, qui est, je trouve, un des plus flippants de la série. Quand vous commencez la nuit 6, Fun Guy vous dit ça. What on earth are you doing there? Horrible. Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Quelqu'un a utilisé un costume jaune, peut-être celui de Golden Freddy, et depuis, tous les animatroniques dysfonctionnent. On comprend donc que les victimes de la tuerie dans le restaurant, appelé le DCI, ou l'incident des enfants morts, sont morts durant la semaine qui est montrée dans le jeu, et qu'il s'agit du même tueur que la première tuerie, ce fameux Purple Guy, dont l'identité est secrète, mais qui semble être, de par certains commentaires du Fun Guy, un employé du restaurant durant la journée. Et la marionnette semble avoir le pouvoir de donner vie aux animatroniques, en permettant à des esprits de prendre possession de ceux-ci, comme c'est montré dans ce mini-jeu. Les Withered Animatronics sont donc hantés par les esprits de l'incident des enfants disparus, les Toy Animatronics sont hantés par les esprits des enfants tués, et la marionnette est hantée par la première victime de la chronologie. C'est difficile à résumer vite tout ça, hein. Je pense que vous vous en rendez compte. C'est même un peu confus, j'espère que je vous perds pas. Maintenant, il y a plusieurs autres questions vis-à-vis du lore qui apparaissent naturellement. Qui est ce fameux tueur qui, au cours de plusieurs décennies, a assassiné pour des raisons inconnues 11 enfants? Cet individu schématisé en violet qui a été renommé Purple Guy par la communauté assez vite, qui peut-il bien être? Et ben à ce moment-là, on ne sait pas. Ça n'a pas empêché les gens d'y réfléchir longtemps. Les vidéos théories sur FNAF, à ce moment-là, c'est devenu un sous-genre de vidéo à part entière. Et si, bien évidemment, MatPat de Game Theory s'est penché sur le jeu avec ses fameuses vidéos, qui ont fait des dizaines de millions de vues, c'était pas le seul. Purple Guy est le Fun Guy, le Purple Guy c'est le joueur, le Purple Guy c'est Golden Freddy, il y a eu 1000 théories différentes, des rumeurs, de la spéculation. Et en France, on en a pas eu beaucoup. Ouais, on était Il a fallu cons. attendre un petit moment avant qu'on se cons. penche vraiment sur l'histoire. Mais à part Funky Fouine, il n'y avait pas grand monde qui faisait des vidéos sur les théories sur FNAF, quoi. L'histoire des jeux FNAF est remarquable. Non pas pour sa qualité, ça va devenir assez évident par la suite, mais plutôt pour la manière dont elle est racontée. Ça, c'était du jamais vu. Faire des théories sur les détails d'un jeu pour essayer d'en percer son lore, c'est loin d'être quelque chose de nouveau. Par contre, le pari de FNAF, c'était de créer un jeu où l'histoire est racontée exclusivement comme ça, par des énigmes, des puzzles, des détails qui forment un tableau parsemé de trous que chacun peut combler en prenant des éléments qui, eux,
leur ont parlé. Ça crée un jeu qui reste en tête, une histoire avec des mystères qu'on cherche à résoudre et un truc qui se propage facilement sur internet. Quelques semaines passent et encore une fois, toute la communauté a pressé très vite le jeu comme un citron. Le jeu a été fini par tout le monde, il a fallu très peu de temps pour que quelqu'un gagne le mode 10-20, le mode de jeu le plus difficile, qui est infiniment plus dur que celui du premier jeu. Apparemment c'est un cauchemar et c'est profondément basé sur de la chance. Et donc naturellement la question va se poser très vite. Est-ce qu'il va y avoir un troisième jeu ? Sauf qu'en vrai là je mens. La question, elle s'est pas posée du tout, en fait. C'est fait direct. La réponse avait été donnée 3 jours seulement après la sortie du jeu, quand Scott avait changé son site en mettant cette image avec écrit offline. Augmenter la luminosité de l'image révélait la présence d'un message caché. Until next time.